Et nous allons passer à notre prochaine présentation. Nous avons Dr. Anand Swamanath qui prendra la parole. Bonjour, comment allez-vous? J'adore la couleur. C'est l'une de mes couleurs préférées. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Christine, Andrew. C'était il y a 7 ans lorsque j'ai fait ma dernière présentation. Donc beaucoup s'est produit depuis lors. Donc je vais vous présenter Dr. Swamanath est clinicien scientifique et radio-oncologue au centre oncologique de l'université McMaster à Hamilton. Il a beaucoup d'intérêt de recherche concernant l'utilisation de nouvelles technologies, la radiothérapie, notamment la radiothérapie corporelle stéréotaxique. Nous sommes en train de mener un projet de recherche avec Dr. Swamanath et son collègue Sam. Donc c'est vraiment excellent que vous soyez là. À vous la parole et un patient sera là vers la fin de la présentation pour quelques commentaires. À vous la parole. Très bien. Merci beaucoup. Lors de ma dernière présentation, en fait, on parlait de ce traitement comme concept et je n'avais pas grand-chose à dire à l'époque sur ce traitement pour le cancer rénal. Et lors du dernier forum, quelques personnes m'ont posé des questions sur l'utilisation de cette thérapie. À l'époque, je n'avais pas de réponse car c'était une nouvelle technologie, mais il y a eu beaucoup plus de recherches, nous avons beaucoup plus d'expérience avec ce traitement et donc je peux fournir plus d'informations sur le moment où ce traitement est utile. Merci de l'occasion de pouvoir en parler. Quels sont nos objectifs? Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais parler de la RCS et pourquoi cette thérapie est-elle différente comparée aux autres radiothérapies? Si j'ai un cancer localisé au rein qui n'est pas une métastase, est-ce que la RCS est un bon choix? Troisièmement, si mon cancer du rein s'est répandu ailleurs, donc si j'ai une métastase, est-ce que ce traitement pourrait jouer un rôle? Et puis, quel est le processus de la RCS? Beaucoup de patients me posent cette question, donc c'est important de vous donner les grandes lignes sur ce qui se passe durant ce processus et je vais également parler des effets secondaires. Selon la situation particulière, il y aura différents types d'effets secondaires. Et quelles sont quelques attentes réalistes sur le fonctionnement de cette thérapie? Et j'ai surligné le mot réaliste. Nous devons parler du contexte particulier. Beaucoup des patients à qui j'ai parlé, en fait, je suis toujours très franc sur la façon dont le traitement va les toucher individuellement. Et bien entendu, on peut parler de la statistique, des études scientifiques, mais vous êtes individu. Vous traversez ce processus comme individu avec votre famille, avec vos aidants. Donc peut-être vous avez des questions particulières. Donc je vais donner des informations générales. Il y a certaines attentes qui peut-être ne s'appliquent pas à vous, mais je vais essayer d'être réaliste. Donc quelle est la RCS? Certains médecins l'appellent la RCS. D'autres médecins l'appellent SABR, c'est-à-dire la radiothérapie d'ablation stéréotaxique, c'est-à-dire exactement la même chose. Donc, si vous entendez les deux termes, en fait, c'est la même chose. Donc, c'est une thérapie par faisceau externe, comme les rayons X, et donc l'objectif, c'est de fournir une dose très élevée de radiation. Et on essaie de le faire dans très peu de séances de traitement, typiquement à peu près 5 séances de radiothérapie. Donc peut-être vous avez des amis qui ont eu de la radiothérapie et très souvent on parle de plusieurs semaines de radiothérapie, 5, 6, 7 semaines. Et
on reçoit de la radiothérapie au quotidien. Mais selon les études biologiques, les cellules de cancer du rein résistent à ces radiothérapies traditionnelles. Donc, c'est comme un arbre avec, avec un grand tronc. Et si on utilise un petit couteau, on n'arrive pas à couper l'arbre. Mais si on prend une hache et si je m'en sers, c'est plus facile d'abattre l'arbre. Donc c'est ça ce que fait cette thérapie, c'est concentrer une grande dose de radiothérapie dans plusieurs séances de traitement. Utiliser un petit couteau pour abattre un arbre n'est pas possible. Donc c'est la façon dont je pense à ce type de radiothérapie, c'est-à-dire la différence entre cette radiothérapie et des formes plus traditionnelles. Donc pour les patients qui ont un cancer du rein localisé, et si le cancer n'est pas ailleurs dans le corps, quel est le rôle de la RCS? À l'heure actuelle, la norme de soins pour ce type de cancer, c'est une intervention chirurgique. Donc si jamais j'ai l'option entre la RCS et une intervention chirurgicale, je recommande tout de suite de se tourner à ce que le patient se tourne vers un neurologue et discute des options de chirurgie. Donc on a ces discussions et on prend la décision si il y aura ou non une opération. Donc certains patients ne sont pas appropriés pour des interventions chirurgicales. Donc ces patients peut-être ne veulent pas subir une opération ou peut-être ont des problèmes médicaux qui signifient que l'intervention chirurgicale serait à risque très élevé. On pourrait peut-être enlever le cancer, mais en raison de leur état de santé, c'est peu réaliste. On peut donc penser à des options de rechange, par exemple la radiothérapie corporelle stéréotaxique. Donc c'est peut-être meilleur par rapport aux autres interventions non chirurgicales. Donc on peut surveiller le cancer et c'est tout à fait possible dans certaines circonstances, notamment si le cancer est très petit et ne se répand pas rapidement. On pourrait faire de la cryothérapie, on pourrait faire de l'ablation par radiofréquence, donc c'est-à-dire congeler la tumeur. Mais parfois, ces traitements ne sont pas réalistes pour quelqu'un qui a un cancer localisé. Et si la tumeur, par exemple, est assez grande, plus de 4 cm, les traitements comme la cryoablation ou l'ablation par radiofréquence n'arriveront pas à maîtriser la propagation de la tumeur. Si la tumeur est à côté de n'importe quel organe, que ce soit l'estomac, un vaisseau sanguin ou votre système urinaire, ces traitements pourraient en fait nuire à ces systèmes et c'est pas une bonne idée d'attendre jusqu'à ce que la tumeur se propage dans ces parties du corps. Et par rapport au cancer localisé où le cancer est à l'intérieur du rein. Donc si le cancer est à l'intérieur du rein, où il y a de l'urine, où il y a des vaisseaux sanguins, ces traitements pourront être plus difficiles. Donc c'est une situation où la RCS pourrait être appropriée. Donc si je décide de subir la RCS, quel est le niveau d'efficacité? Il y a 7 ans, je disais que le traitement sera efficace, mais on ne sait pas si la thérapie va contrôler votre cancer à long terme. C'était à l'époque une option de rechange par rapport à la chirurgie, mais on ne savait pas si quelques années plus tard le cancer aurait été bien traité. Mais aujourd'hui, nous avons des preuves qui nous disent exactement cela. Il y a eu quelques études au cours des dernières années qui montrent que l'efficacité est très bonne chez ce traitement. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle IROC. Il y a un groupe à Toronto, à Ottawa et à Hamilton. Donc c'est un groupe dont le siège est en Australie. Donc nous prenons tous les patients qui n'ont pas pu avoir des interventions chirurgicales et nous avons fusionné nos données. On ne savait pas que des mesures semblables
était en train d'être prise ailleurs dans le monde. Donc, nous avons 16 institutions et nous avons étudié les données de toutes ces institutions. Nous avons vu que nous avons pu contrôler le cancer du rein 95% du temps au cours d'une période de 5 ans. Et c'est une bonne chose, car on traite typiquement des patients qui ont des tumeurs plus élevées, à risque élevé ou des tumeurs plus grandes. Et donc, les données étaient semblables aux résultats des interventions chirurgicales. Mais à l'heure actuelle, on ne suggère pas à ce que les interventions chirurgicales soient remplacées par cette thérapie. Cependant, la RCS est une bonne option. Et donc, le nombre de patients qui sont décédés du cancer du rein était très faible. Donc, si nous allons vous offrir ce traitement, nous croyons qu'il sera une bonne option pour contrôler votre cancer. Voici une étude de l'Australie. En fait, c'est une étude qui a surveillé les patients au cours des 5 dernières années et qui montre que personne n'a eu une récidive et personne n'est décédé. C'est parmi à peu près 80 patients. Donc nous sommes très rassurés que c'est un bon traitement pour le cancer du rein. S'il ne vous est pas disponible, et j'espère que nous allons pouvoir vous fournir des informations sur l'efficacité de ce traitement pour le cancer du rein localisé, notamment chez les patients qui ne peuvent pas subir d'autres traitements. Cependant, cela dit, il n'y a aucune étude qui a comparé la RCS aux interventions chirurgicales, à l'ablation ou à la surveillance. Et donc c'est important de relativiser. Et donc, nous traitons les gens de façon cloisonnée, mais nous travaillons comme groupe collaboratif. Je n'offre jamais la RCS aux patients sans consulter mes collègues urologues. Nous étudions tous nos dossiers de façon multidisciplinaire. On a quelqu'un qui fait de l'ablation, nous avons quelqu'un qui fait la RCS, nous avons un chirurgien. On revoit le dossier et on prend une décision selon l'individu. Donc, une approche multidisciplinaire est essentielle. Quels sont les effets secondaires si je subis la radiothérapie corporelle stéréotaxique? Donc, je vais parler des effets secondaires qu'on voit souvent et ce qu'on voit moins souvent, qui peut-être vous feront peur, mais en fait, ces effets ne sont pas très importants à long terme. Donc, vous allez vous sentir fatigué. Vous allez subir de la radiothérapie pendant 5 jours, 15 à 20 minutes par jour, et je vais vous expliquer un peu le processus. Mais venir à l'hôpital, ça veut dire que vous serez fatigué. Mais ça s'améliore après quelques semaines. La radiothérapie cause de la nausée. On a parlé des différents organes qui peuvent être touchés de façon secondaire par la radiothérapie. Cela peut causer la nausée. Ça peut aussi causer la diarrhée. Donc nous espérons que ça ne va pas causer un tuyau qui cause des fuites ou des ulcères. Donc c'est uniquement si on ne sait pas ce qu'on fait qu'on va faire face à ce problème. Donc il faut discuter des effets secondaires avec ces professionnels de santé. Et quelqu'un qui subit la radiothérapie pourrait devoir être sous dialyse, mais c'est très peu probable. Je m'en occupe depuis une décennie et je n'ai jamais vu un patient qui a dû être sous dialyse en raison de la RCS. Donc c'est très peu probable comme effet secondaire. Pour ce qui est du fonctionnement des reins à long terme, lorsqu'on commence avec un bon fonctionnement, il y a certaines réductions dans le fonctionnement du rein au fil du temps. Mais on parle d'une perte de 10 à 15%. Et c'est semblable à des interventions chirurgicales. On traite des tumeurs plus importantes, donc d'après nous, ça va bien pour ce qui est du fonctionnement des reins. Et une chose qui est très importante, en fait, on fait une imagerie de vos reins afin d'évaluer votre fonction rénale. Donc, vous voyez le rein de droit et le rein gauche.
Donc noir signifie que ça va bien et le blanc, le gris, c'est le contraire. Donc vous voyez que à gauche, le rein fonctionne bien et voici là où la radiothérapie a été administrée en rouge et en jaune, c'est-à-dire là où est située la tumeur. Et donc au fil du temps, on voit que ça devient blanc. Donc la fonction de ce rein faisant l'objet de radiothérapie a été réduite. Mais un rein peut souffrir, mais l'autre rein va compenser pour la perte de fonction. Donc si vous avez deux reins, le deuxième rein prend la relève, même si au début il ne fonctionne pas très bien. Notre corps a toutes sortes de stratégies pour compenser la perte de fonction. Et si je n'ai qu'un seul rein, comment est-ce que la fonction de mon rein sera touchée? Même si vous subissez de la radiothérapie, ce qui reste de ce rein, en fait, prend la relève. Donc, nous avons de bons mécanismes dans notre corps qui permettent de compenser la perte de fonction des reins. Je vais vous décrire un exemple de quelqu'un qui a subi la RCS. Et donc, ça va vous donner quelques informations réalistes sur ce traitement. Donc, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas subir une intervention chirurgicale en raison de son insuffisance cardiaque. Et donc, c'était une tumeur de 5,5 cm. La tumeur était assez importante. On ne voulait pas la surveiller en raison d'un risque de propagation. Donc, voici un tomodensitogramme. Donc, vous voyez les reins. C'est le rein droit. Et voici le rein gauche. Voici le foie. Et donc, vous voyez une tumeur assez importante de 5,5 cm. Donc, le patient est venu chez moi pour une RCS. C'était il y a 7 ans, lorsque ce traitement était quelque chose de nouveau. Et donc, on a pris la décision de laisser. Il y avait de l'incertitude vis-à-vis des attentes. Il y avait un certain risque, mais il y avait aussi le risque de propagation du cancer. Donc, nous avons administré la RCS. C'est une situation très typique. Donc, ce que vous voyez en vert, c'est la tumeur. En bleu, ce qui entoure la tumeur, c'est une marge de sécurité. Et en rouge, c'est la dose de radiothérapie que nous administrons. Les autres lignes colorées représentent les doses de radiothérapie. Donc, c'est comme lancer une pierre dans un étang. Donc, vous voyez donc l'effet d'entraînement. À la suite de la RCS, on fait de l'imagerie, tout comme dans le contexte des métastases, c'est-à-dire tous les 3 à 6 mois selon le patient. Donc, c'est à peu près 1 an plus tard après la radiothérapie. Et vous voyez que la masse n'a pas changé pour ce qui est de sa taille. Et voici 3 ans plus tard, la masse demeure inchangée. Donc, la tumeur ne s'est pas propagée et le cancer ne s'est pas propagé. Malheureusement, le patient est décédé pour des raisons non reliées. Et la question importante, c'est que la tumeur reste inchangée. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces tumeurs? J'ai très souvent ces discussions avec mes patients sur les attentes réalistes à la suite de la RCS. Donc, durant le traitement, peut-être vous voulez savoir, est-ce qu'il y a eu un rétrécissement de la tumeur? Mais typiquement, je dis non. Donc, puis vous allez dire, qu'est-ce qui va arriver après? Et je vous dis que peut-être la tumeur demeurera inchangée pendant longtemps, même des années. Mais ça ne veut pas dire que la radiothérapie n'a pas été efficace. Si on prend une biopsie de votre rein 1 an après la radiothérapie, et si on regarde les cellules de cancer, on voit que la tumeur dort. Donc il y a certains éléments histologiques qui contrôlent ce qu'on appelle la sénescence. Et donc, la radiothérapie tue des cellules de cancer en détruisant ces vaisseaux sanguins. Donc, le cancer du rein a beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc, finalement, la sénescence se met en place, les tumeurs s'endorment et finalement vont disparaître. Donc, que ce soit
un rein ou un autre organe. Donc, comme oncologue, nous allons vous dire qu'il faudra attendre un certain temps avant de voir l'impact de la radiothérapie. Et ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que les choses n'ont pas changé. Parfois, la tumeur devient plus grande car les cellules de cancer meurent et ça augmente la taille de la tumeur. Mais 95% du temps, la radiothérapie va contrôler les tumeurs en entraînant cet effet de sénescence. Donc, comment est-ce que je sais si c'est le bon traitement pour moi? Lorsqu'on rencontre son oncologue pour la première fois, si vous allez subir ce traitement, c'est important de poser les questions suivantes. Quelle est la taille de ma tumeur? Où est-elle située? Est-ce qu'une intervention chirurgicale est appropriée pour moi? Et si je subis une opération, combien du rein allez-vous enlever? Comment est-ce que je vais me sentir? Et quelle sera la fonction de mes reins après la radiothérapie, l'ablation ou l'intervention chirurgicale? Ces ressources sont disponibles de n'importe quel professionnel de la santé qui pourra vous donner des réponses à toutes ces questions. C'est aussi important de vous dire qu'il existe plusieurs options. Donc, peut-être une option s'applique à vous. Et j'ai parlé des moyennes et de la réduction moyenne de la fonction rénale, ce que montre la biopsie. Mais rappelez-vous que c'est votre parcours et vous devriez être au courant de votre situation particulière. Et en passant, nous sommes en train de faire un sondage sur vos préférences. Peut-être vous vous êtes déjà fait enlever votre cancer, vous avez eu de la radiothérapie ou de l'ablation par radiofréquence. Donc, nous sommes en train d'étudier les besoins des patients, les préférences des patients. Donc, si vous recevez un diagnostic aujourd'hui, quelles seraient vos préférences selon certains scénarios? Nous avons déjà sondé quelques patients, mais nous avons besoin de plus de répondants. Donc, j'espère que vous allez pouvoir balayer le code QR pour y participer. Nous voulons savoir ce que vous pensez de 4 traitements souvent utilisés. On a parlé d'intervention chirurgicale, de la surveillance active, de l'ablation, la cryoablation ou l'ablation par radiofréquence, et nous avons parlé de la RCS. Donc, on espère pouvoir mieux comprendre ce que vous pensez comme patient. Et comme Christine l'a dit, c'est le collègue qui organise cette enquête. Et veuillez me joindre et je vais aussi vous donner mon adresse courriel à la fin de ma présentation. Donc, changeons de vitesse. Donc, si mon cancer s'est répandu, quelles sont mes options pour la RCS? Je vais donc parler de 2 scénarios particuliers. Lorsqu'un cancer du rein s'est répandu, votre norme de soins, c'est de recevoir un traitement systémique. Mais il y a certains scénarios où la RCS pourrait être une option. Le premier scénario, c'est ce qu'on appelle la maladie oligométastatique, qui veut dire que le cancer du rein s'est répandu, mais uniquement dans quelques endroits, donc peut-être dans mon poumon, sur ma moelle épinière, mon pancréas. Donc typiquement, c'est 5 endroits ou moins. Et si le cancer est bien contrôlé, j'ai eu une néphrectomie par le passé, j'ai déjà subi une thérapie systémique, et mon cancer est sous contrôle, et s'il n'y a que ces endroits là où le cancer s'est répandu, la RCS pourrait vous être une option. L'autre scénario, c'est ce qu'on appelle l'oligoprogression, qui veut dire que j'ai une métastase de mon cancer du rein, et la maladie primaire a été contrôlée par un traitement systémique ou par une intervention chirurgicale ou par la RCS, et il y a plusieurs lésions, donc peut-être 12, 15, 25 métastases, mais la majorité sont bien contrôlées, à part l'une métastase qui se répand malgré la thérapie systémique. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec, étant donné que toutes les autres parties sont sous contrôle? Donc, ces scénarios sont différents, mais où la RCS est une option. Donc, on pourrait utiliser la radiothérapie pour traiter les 3 endroits, ou on peut utiliser la radiothérapie pour attaquer là où le cancer se répand. Donc, j'aime bien parler d'un jardin. Donc, à chaque mois, on enlève la majorité des mauvaises herbes, mais il y en a qui restent. Et en fait, parfois, les grands mauvaises herbes
mauvaises herbes sont difficiles à enlever, donc il faut apporter son hache pour les enlever. Donc, dans ce contexte, la RCS pourrait être une bonne option. Donc, voici un autre exemple. Une femme de 69 ans avec le cancer du rein métastatique qui fait l'objet d'une thérapie ciblée, pazopanib. Donc, la thérapie a commencé en octobre 2019 et en avril 2021, 18 mois plus tard, vous voyez la masse encerclée qui est une lésion qui se répand. Donc, il y a eu plusieurs métastases contrôlées par le médicament, mais il y avait cette lésion qui se répandait, qui n'a pas été contrôlée par la thérapie systémique. Donc, nous avons utilisé de la radiothérapie pour l'attaquer. 3 mois plus tard, le patient a eu une très bonne réponse à la radiothérapie. Donc, vous voyez cette partie encerclée. La masse est bien plus petite. La tumeur a été très bien contrôlée par la RCS. Elle n'a pas disparu. Vous vous rappelez que les tumeurs ne disparaissent pas typiquement instantanément avec la radiothérapie, mais c'est une bonne réponse 3 mois après le traitement. Malheureusement, en même temps, dans la poitrine, et ce sont les poumons, et donc ce sont les grands vaisseaux sanguins, et il y a un endroit, une ganglion où le cancer est retourné. Donc nous avons encore une fois utilisé de la radiothérapie. Et finalement, ce qui s'est passé en avril 2022, donc 1 an après la première séance de radiothérapie, le ganglion a bien répondu à la RCS. Il reste un petit quelque chose, quand les choses ne disparaissent pas entièrement, mais il reste un petit quelque chose. Donc la RCS a bien fonctionné. Le patient prend le médicament, mais malheureusement, l'imagerie montre d'autres lésions. Alors, dans ce scénario, le SBRT leur a donné une année supplémentaire. Si on ne leur avait pas donné le SBRT ou la radiothérapie stéréotactique, ils auraient dû prendre une autre option et peut-être que l'autre option aurait fonctionné ou pas. On ne le sait pas à 100%. Alors, c'est bien de pouvoir qu'ils puissent rester sur la même thérapie pendant 1 an et peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de changer nos thérapies moins efficaces. Et c'est un scénario fréquent qu'on voit souvent. Et la radiothérapie stéréotactique SBRT traite des gens comme cela, là où le cancer progresse malgré la thérapie systématique. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est, cet an-là, cette année supplémentaire-là, est-ce que c'est cliniquement efficace? Y a-t-il des études qui prouvent cela? En moyenne, si vous regardez toutes les études dans la littérature, même dans les patients qui sont traités pour d'autres types de cancers, où ils sont oligométastatiques ou oligoprogressifs, les probabilités sont environ 1 an. Alors, normalement, ça prend 1 an de plus en moyenne avant que le cancer progresse. Et moi, je dirais que pour des patients, ça vous garde sur un traitement bien toléré pour une année supplémentaire. Vous n'avez pas besoin de changer de traitement. Et SBRT, qui est un traitement relativement sécuritaire, cela ne diminue pas votre qualité de vie. Alors, en général, le SBRT ou la radiothérapie stéréotactique est désirable cliniquement. Mais si mon cancer progresse, est-ce que je peux avoir le SBRT encore? Mais ça dépend sur plusieurs facteurs. Où est votre lésion? Bon, dans le cas de ce patient-là, où il y avait une lésion juste à côté de cette petite bosse noradrénaline, peut-être que je n'aurais pas pu le traiter avec SBRT parce que j'avais des organes autour qui pourraient limiter la quantité de radiation que je pourrais envoyer là. Combien de lésions ont progressé? S'il y en a seulement une, oui, peut-être. Si c'est 6 ou 7 lésions, mais peut-être que vous avez besoin d'une thérapie systémique parce que c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, vous voyez. Et aussi, comment est-ce que vous vous sentez? C'est important aussi. Êtes-vous capable d'endurer vos traitements? Est-ce que votre niveau fonctionnel vous permet de subir ces traitements-là? Et ça fait combien de temps que vous êtes sur la thérapie actuelle? Si vous avez été sur votre thérapie systémique pour 3 mois et que le cancer s'est diffusé, c'est plus un signe que le cancer est en train de contourner le traitement. Et peut-être que la radiothérapie stéréotactique ne servira à rien. Alors moi, je veux dire, bon, attendons un peu pour voir est-ce que c'est vraiment la seule lésion qui est apparue. Parce que si c'est la pointe de l'iceberg et quelque chose se produit quelques mois plus tard, eh bien peut-être que la SBRT n'aurait pas été utile. Ce sont toutes des questions qu'il faut poser, mais aussi pertinentes. Alors, pour ce qui est de jusqu'à quel point le SBRT est efficace, la radiothérapie stéréotatique, ça, c'est ma seule diapo scientifique. Ça, c'est basé sur toutes les études pour le cancer du rein métastatique. Ce que ça montre, c'est que le SBRT contrôle très bien. Bon, c'est 89%. On est très heureux avec cela. La survie, comme on peut voir, la ligne bleue,
c'est entre 60 et 100%. Alors, on n'est pas 100% sûr, comme je l'ai dit, si c'est bon pour vous. Alors, parfois, on a des bonnes intentions, mais le cancer progresse quand même. Peut-être que c'était pas la bonne chose à faire. Mais la survie est variable. Il faut faire attention lorsqu'on prend ce genre de décision. Dans certaines situations, voici une situation où c'est peut-être la bonne chose. Si vous avez un cancer qui se répand à quelques endroits et vous ne voulez pas aller sur la thérapie systématique ou vous êtes sous observation et ces tumeurs grandissent lentement, peut-être que la radiothérapie stéréotactique va retarder le besoin pour la thérapie systémique. Dans cette étude, 2 tiers des patients n'ont jamais eu besoin de la thérapie systémique. Alors, vous pouvez contrôler parfois et même possiblement, dans certains rares cas, éliminer le cancer simplement avec le SBRT ou la radiothérapie stéréotactique. Il y a certains gens qui peuvent en profiter et c'est important d'avoir cette conversation avec votre oncologue médical. Un des scénarios fréquents, si vous progressez sur une thérapie systémique, il y a une étude au Canada qui montre que plus ça fait longtemps que vous êtes sur la thérapie systémique, plus vous allez probablement profiter de la SBRT. Alors, si ça fait 12 ou 18 mois, comme mon dernier exemple que je vous ai donné, probablement vous allez profiter avec la SBRT parce que vous n'aurez pas besoin d'un autre traitement. Alors, de mon point de vue, moi, je prends tous ces facteurs en considération. Ça fait combien de temps que vous êtes sur la thérapie systémique? Combien de tumeurs avez-vous, de lésions avez-vous? Et d'autres facteurs, et ainsi de suite. C'est ce qui nous permet de prendre une bonne décision, vous et votre oncologue médical, pour savoir si on pense que c'est une bonne chose pour vous. Comment savoir si vous êtes un bon candidat? C'est important de poser des questions comme ça fait combien de temps avant que mon cancer se répande? Combien de métastases ai-je? Parfois, on va lire les rapports et ça dit simplement il y a plusieurs métastases. En tant qu'oncologue, moi, je les compte parce que moi, je pense que c'est bien important de savoir est-ce que c'est 3, multiple, c'est 12 ou ça change beaucoup. Qu'est-ce qu'on pense va être votre comment vous allez profiter de ce traitement? Alors, posez des questions. Combien de métastases que c'est? Où sont ces lésions? C'est quoi leur grosseur? Et parfois, le rapport de rototomographie va vous dire, bon, en moyenne, c'est de telle grosseur. Peut-être que c'est pas le plus gros. Peut-être que c'est pas celui qui est pertinent. Peut-être que c'est pas la lésion la plus grave. Peut-être qu'il y a une lésion qui pousse plus rapidement. Alors, c'est des questions importantes à poser. Si je prends la thérapie systémique, est-ce que je peux avoir la SBRT plus tard? Peut-être pas maintenant. Est-ce que la porte est fermée ou ouverte ou entrouverte? La porte n'est jamais fermée. Il faut la laisser entrouverte si jamais on en a besoin. Et si j'ai la radiothérapie stéréotactique, est-ce que ça va me rendre inéligible pour la thérapie systémique plus tard? Si on vous offre la thérapie systémique, c'est souvent ce qu'il faut choisir. SBRT, c'est souvent complémentaire à la thérapie systémique. Bon, la SBRT, c'est comme une ligne de thérapie. Bon, première, deuxième, troisième ligne. Si vous êtes la deuxième ligne et que vous obtenez la SBRT, c'est comme deux et demi, si on peut dire. Et ensuite, on va à la troisième ligne de traitement parce qu'on peut prolonger avant de passer à la prochaine ligne de traitement. Alors, vous n'êtes jamais inéligible en tant que tel pour la thérapie systémique. Et toutes ces décisions doivent être prises en collaboration entre vous et vos oncologues médicaux. Je sais que je suis un peu trop long, là, mais j'ai juste besoin de quelques minutes de plus. Ah, désolé, pas de problème, docteur Dominat. Alors, quels sont les effets secondaires pour la radiothérapie stéréotactique? Ça dépend du traitement, mais si c'est fait de façon sécuritaire, le SBRT a très peu d'effets nocifs. Mais si vous le faites plusieurs fois, les effets secondaires vont dépendre de où c'est fait et le chevauchement avec les traitements précédents. Alors, votre oncologue par radiation devrait décider si c'est trop risqué pour vous. Alors, quelles sont mes attentes après la radiothérapie stéréotactique? Souvenez-vous, le but, ce n'est pas de guérir, c'est de retarder, contrôler et peut-être prolonger ou éviter de passer à la prochaine ligne de traitement systémique. Dans certains cas, oui, on va peut-être pouvoir contrôler, ce qui est bien, mais j'ai toujours l'approche du verre à moitié plein. Le risque le plus élevé, c'est probablement que le cancer va commencer ailleurs. Alors, en général, qualité de la vie, en général, les patients mettent l'accent sur la qualité de vie. Il faut avoir un bon traitement qui nous tolère bien. Le SBRT peut être complémentaire et ne pas diminuer leur qualité de vie. En fin de compte, on n'a pas assez de données pour appuyer le fait que ça améliore
votre durée de vie, mais ce n'est pas le but. Le but devrait être comme une ligne de thérapie pour prolonger ces lignes de thérapie. Et peut-être que pour vous individuellement, oui, cela va peut-être augmenter votre espérance de vie, mais en règle générale, moi, je mets plus l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie. Parfois, votre médecin ne sera pas en faveur de la radiothérapie stéréotactique. Bon, si vous avez de la douleur aux os, ou vous saignez, bon, la radiation palliative avec des doses plus conservatrices est souvent une option possible. Il y a peut-être trop de métastases. Bon, si vous avez 6 métastases ou 8 métastases, peut-être que ça veut dire que c'est mieux de prendre une thérapie systémique. Ou s'il y a des emplacements qui ont des risques très élevés, là où, par exemple, on a déjà étudié la SBRT, ou est-ce que mon cancer du rein est encore présent? Pourquoi est-ce qu'on ne le traite pas? Eh bien, peut-être que la prochaine fois que je vais me présenter, je vais avoir des réponses à plusieurs de ces questions, mais pour l'instant, il y a des cas où peut-être que la radiothérapie stéréotactique n'est pas pour vous. Alors, à quoi devrais-je m'attendre? La première étape, lorsque vous décidez, bon, votre médecin décide, on va y aller pour la SBRT, il faut avoir une rototomographie spécialisée. Ça va montrer là où vous allez mettre des radiations. Typiquement, vous allez se coucher sur le dos et peut-être que vous êtes dans un dispositif comme ceci pour que vous restiez bien immobile. Dépendamment du site et la fonction de votre rein, souvent le médecin va vous donner un contraste pour mieux voir la tumeur. Surtout si c'est difficile à voir. Bon, par exemple, dans le poumon, si vous avez un poumon noir, bon, la rototomographie, ça fonctionne bien pour le poumon, mais pour un ganglion, c'est plus difficile. Il y a peut-être aussi des outils spéciaux qui vont être utilisés. Bon, tout notre corps bouge lorsqu'on respire, alors souvent on a besoin de dispositifs spécialisés pour mieux. Bon, par exemple, ça c'est une évaluation à 4 dimensions. On prend toutes les phases de votre respiration en compte. Ça, c'est un type spécial de rototomographie où on allume la radiographie seulement en certains moments de votre cycle de respiration. Et ça, c'est pour essayer de garder votre corps aussi immobile que possible pour qu'on puisse mieux le voir. Que se produit après le traitement? Bon, votre thérapeute va faire des petits tatous sur votre peau. Vous partez. Vos images sont envoyées à un logiciel et l'oncologue euh, va examiner le résultat. Voici un exemple. Ça prend une semaine ou deux. Et on en a parlé auparavant. Voici où est la tumeur et la ligne rouge, une fois de plus. Ça, voici les organes à éviter. Bon, voici le petit intestin, le gros intestin. Et la ligne jaune ici, c'est le rayon. C'est comme ça qu'on planifie le traitement pour montrer de quoi va avoir l'irradiation. La machine va commencer ici, elle va faire le tour jusque-là. Alors, si votre plan d'SBRT est prêt, il est approuvé, s'il se fait vérifier pour la qualité, pour s'assurer qu'il est physiquement faisable sur l'unité de traitement par adhésion, et ensuite votre traitement commence. Bon, c'est important. Vous allez prendre la thérapie systémique orale comme axinitinib, lévetnibib. Normalement, on va arrêter de prendre le médicament 3 à 5 jours avant la SBRT parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la toxicité et des effets secondaires. Mais si vous êtes l'immunothérapie, ça prend des semaines avant de nettoyer. Alors, typiquement, on n'arrête pas l'immunothérapie. Et on sait que l'immunothérapie est sécuritaire en même temps que la radiothérapie stéréotactique. D'habitude, chaque séance dure de 15 à 20 minutes. Vous allez peut-être avoir des médicaments pour éviter les effets secondaires comme la nausée. On va vous mettre dans la même position que pour la radiotomographie et on va faire un mini-scan pour s'assurer qu'on traite le bon endroit. Et ensuite, la radiation est allumée et ça prend quelques minutes seulement. On retourne à la maison et vous revenez pour le reste de votre séance. Comme je dis, typiquement 5 séances. Voici un exemple de quelqu'un qui obtient ce traitement, bon, avec un petit bonhomme en Lego, là, mais ça ressemble à ça. On se couche sur le dos, il allume la machine, et voici la tête de traitement, et voici le mini CAT scan qu'on fait avant le traitement. C'est pas aussi beau qu'un régulier, mais ça nous donne assez d'informations pour voir cette tumeur, pour voir le rein ou la masse du poumon ou du rein ou l'endroit où on traite, pour s'assurer qu'on traite le bon endroit. Et parfois, il y a des petites différences entre votre rototomographie d'origine et celle-ci.
Je pense que je vais arrêter ici, mais j'espère que j'avais donné un petit regard sur ce qu'est la SBRT ou la radiothérapie stéréotactique et comment ça peut vous aider, et aussi certains des scénarios, des faits secondaires et des attentes les plus fréquentes. Cela étant dit, je vais arrêter et j'espère que nous allons pouvoir continuer. Et voici mon adresse courriel. Oh, dernier commentaire. Je n'utilise pas Twitter. J'utilise juste ça pour surveiller, mais vous pouvez m'envoyer un DM si vous le voulez, si vous avez des questions. Alors, il me fera plaisir de répondre à vos DM, mais je n'affiche rien sur Facebook. Oh, wow, wow. Ça a été vraiment une excellente présentation. J'aime bien les petits graphiques. Oui, je les ai faits moi-même. Oui, c'est merveilleux. J'aime bien lorsque vous avez dit qu'est-ce qui se passe après et on peut voir comment la radiation, comme la machine tourne autour du patient. Bon, c'est très instructif, vos graphiques, c'est merveilleux. Et oui, je dois dire, c'est aussi surprenant jusqu'à quel point la SBRT a progressé pour le traitement du cancer du rein. Bon, vous l'avez dit, quoi, il y a 8 ans même, la radiothérapie stéréotactique, ça commençait seulement. Et maintenant, ce qu'on peut faire avec la SBRT, c'est vraiment surprenant. Oui, une grande partie de cette présentation est fondée sur l'information qui a été publiée dans les 2 ou 3 dernières années. Alors, c'est récent. On savait qu'il y avait quelque chose d'intéressant là, mais c'est juste qu'on était un petit peu en retard pour les éléments probants. Maintenant, on le sait, on peut prouver que ce qu'on faisait, ça fonctionne. Et c'est important à savoir et vraiment rassurer les gens que nous avons maintenant des éléments probants pour nous défendre, pour montrer que ce qu'on fait, c'est bien. Bon, je voulais aussi à notre auditoire, bon, si vous n'avez pas encore fait, là, je sais que plusieurs de nos communautés de cancers du rein le font, mais on a mis dans le clavardage un hyperlien vers cette recherche. Bon, ce sondage sur la recherche. Alors, vous pouvez cliquer sur cet hyperlien dans le chat, le clavardage, et on va aussi le mettre dans le bulletin de nouvelles pour que vous puissiez avoir une occasion d'aller sur le sondage pour, bon, comme on a vu, l'implication des patients fait vraiment une différence pour savoir comment le traitement peut changer à l'avenir. Alors, le sondage du docteur Anad Swaminath, son sondage est là. Alors, vous pouvez cliquer cet hyperlien dans le clavardage. Et merci d'avoir ouvert les portes pour qu'on puisse mieux comprendre la SBRT ou radiothérapie stéréotactique. Maintenant, je vais parler de, oh, pardon, Ed Faddy, qui est notre personne qui va donner le point de vue des patients. Et Ed, est-ce que tu as peut-être une question ou deux? Bon, je sais que vous avez déjà eu la radiothérapie stéréotactique et comment ça a été pour toi? Merci beaucoup, Christine et Dr. Schwammenham. C'était une excellente présentation. Moi, je suis arrivé ici aujourd'hui. Bon, j'ai eu une SBRT, bon, la radiothérapie stéréotactique. J'ai eu SBRT au mois de juillet et j'avais une demi-douzaine de questions, même après avoir passé au travers du processus. Et vous avez répondu à toutes mes questions. Alors, je ne me reste plus de questions après votre merveilleuse présentation. Alors, merci beaucoup, docteur Anad. De mon point de vue, on m'a demandé de donner le point de vue du patient, bon, un patient qui a du vécu. Et bon, j'ai appris quelque chose de nouveau. Bon, dans votre présentation, moi, je suis oligométastatique. Bon, ça, c'est ma situation, je ne le savais pas, mais moi, j'ai commencé il y a 3 ans et demi avec le cancer du rein. Bon, j'ai été diagnostiqué avec le cancer bilatéral, j'ai une néphrectomie partielle. Tout semblait bien aller, mais ensuite, les résultats ont montré que j'ai eu une récurrence de ce cancer, de cette tumeur dans mon rein de gauche. Alors, j'ai eu un- une autre néphrectomie partielle qui était prévue, mais je n'ai pas pu. Bon, lorsqu'ils ont commencé l'opération, ils ont déterminé que ce n'est pas oncologiquement sécuritaire. Alors, j'ai eu une nephrectomie radicale. J'ai aussi perdu mon rein gauche. Et ensuite, lorsqu'on se préparait pour s'occuper de mon autre rein, dans mon rein droit, le plan était de faire
la RFA pour ce rein-là. Bon, l'ablation par radiofréquence. Et pendant qu'on faisait les scans pour se préparer pour cela, on a découvert des métastases à mes poumons. Alors, j'ai eu la RFA sur mon rein de droite et quelques semaines plus tard, bon, un mois plus tard, j'ai eu une opération pour enlever chirurgicalement une lésion dans mon poumon. Alors, toute mon expérience avec le cancer du rein, c'était chirurgical. Bon, d'enlever la tumeur. Mais ensuite, après environ un an, les gens ont découvert que j'avais, bon, une métastase, une autre métastase à mon ganglion de gauche, un ganglion du côté gauche. À ce stade-là, on m'a suggéré que la radiothérapie stéréotactique, bon, SBRT, serait une bonne option. Alors, une fois de plus, bon, vous avez répondu à toutes mes questions, vous avez bien expliqué, bon, c'est à quoi un patient peut s'attendre du point de vue de la planification de ce traitement et combien de temps le traitement prend. Et bon, les consultations et toutes ces histoires de transdisciplinaires qu'on m'a décrites. Et du point de vue du patient, c'était très simple du point de vue du patient. Bon, j'ai été pour la partie de planification. Bon, je n'ai pas de tatouage, là, mais je peux dire à mes neveux et mes nièces que j'ai maintenant de l'encre, un petit tatouage. Alors, je peux me vanter auprès de mes neveux et mes nièces. Bon, ça se voit pas, là, c'est tout petit, mais... Et du point de vue du patient, une fois de plus, comme vous l'avez dit durant votre présentation, la séance était brève. Ça m'a pris 1 heure environ. J'ai eu cinq séances à tous les 2 jours, sauf la fin de semaine. Les techniciens étaient très gentils, ils ont répondu à toutes mes questions et ce fut très simple, très convivial. Et comme je l'ai dit, moi, il me fera plaisir de répondre à des questions, mais vous avez répondu à toutes mes questions, docteur Anad. Moi, j'avais des questions à propos des effets secondaires, j'avais des questions à propos de comment la radiation fonctionne, j'avais des questions à propos de et si jamais ça ne contrôle pas la tumeur, mais vous avez déjà répondu à toutes ces questions-là durant votre présentation. Alors, même si je suis arrivé avec une demi-douzaine de questions, je n'ai plus de questions à poser. Mais bon, merci pour tout ce que vous avez fait. Je pense que ça a été une excellente présentation et ça va donner aux gens qui passent au travers de cette SBRT, bon, certaines des choses que j'ai apprises et des choses que je ne savais pas, ça va tout être expliqué par votre présentation. Alors, merci beaucoup, Dr. Anad. Merci, Ed, pour avoir partagé votre cheminement de soins. Manifestement, la radiothérapie stéréotactique a joué un rôle important pour vous. Vous montrez bien jusqu'à quel point le cancer du rein est unique dans chaque patient. Bon, moi, j'ai appris avec les années qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec le cancer du rein. Parfois, on s'attend à ce que ça ne marchera pas, mais ça marche. Que ça ne marche pas, mais ça marche. Mais parfois, on s'attend que ça marche, mais ça ne marche pas. Et il faut prendre. Alors, c'est difficile le cancer du rein. Alors, merci pour avoir partagé ça. Et aussi, moi, je suis le genre de personne qui a passé au travers des chirurgies. Moi, je veux qu'on enlève ces tumeurs-là, n'est-ce pas? Mais vous l'avez bien dit, parfois, on ne peut pas le faire en tant que c'est stable. Et pour moi, c'est resté stable depuis mon dernier scan. Alors, on va voir comment les choses vont se présenter. Oui, ce mot stable est un mot bien désirable. Docteur Anad, si vous pouviez rester quelques minutes de plus, nous avons des questions qui arrivent dans l'onglet questions-réponses. Et moi, j'en ai une question rapide. Parfois, il y a des patients qui nous téléphonent, qui nous posent des questions à propos d'un gamma knife treatment, traitement par couteau gamma. Pourriez-vous comparer cela avec la SBRT? Alors, gamma knife, le couteau gamma, ça fait des tâches similaires. Moi, je vais donner un exemple de SBRT qui probablement, bon, la grande majorité des gens ont vécu, comme par exemple Ed. Mais gamma knife, c'est une forme spécialisée de SBRT. En tout cas, on parlait dans le livre d'histoire, là, mais ça a commencé comme étant Stereotactic Radiosurgery. Et c'était des neurochirurgiens qui ont inventé ce terme-là. Et c'était pour des patients qui avaient des tumeurs dans leur cerveau. Et la toute première unité pour donner ce traitement-là, c'était un gamma knife, le couteau gamma. C'est un type d'unité qui donne
des doses très élevées, la même chose qu'on ferait avec les unités traditionnelles, mais c'est spécialisé. Et d'habitude, c'est pour les tumeurs au cerveau. Alors peut-être que quelqu'un a déjà eu un cancer du rein qui s'est répandu jusqu'au cerveau. Moi, j'en ai pas trop parlé parce que c'est un petit peu différent que la SBRT standard, mais la radiochirurgie, c'est fréquent pour des patients avec des métastases dans le cerveau, quel que soit le cancer du rein ou un autre. Mais pour le cancer du rein en particulier, une fois que les lésions se rendent au cerveau, c'est le Gamma Knife, le couteau Gamma. C'est simplement une autre. Il y a d'autres machines qui le font. On peut le faire sur une machine ordinaire de radiation, comme celle qu'on utilise pour la SBRT. Il y a une machine qui s'appelle CyberKnife. Probablement que vous en avez entendu parler. Ce sont toutes des machines différentes, mais le but, c'est toujours le même. Alors, on essaie vraiment de contrôler le cancer, on essaie de le faire à un niveau élevé et de garder les gens sur la même ligne de traitement qu'ils ont en ce moment. Ou dans le cas des maladies oligométastatiques, peut-être c'est le seul endroit où il y a eu une métastase. Alors, si ça peut être un bon traitement et que ça contrôle le cancer, peut-être que le patient peut arrêter la thérapie systématique. Alors, les principes, grosso modo, sont les mêmes. D'accord, merci beaucoup. Oh, Mona, vous aviez une question? Oui, en fait, une question qui vient de notre jasette autour du café, le coffee chat. Un patient qui est stable, une tumeur stable depuis 2 ans, et se demandait si c'est une tumeur morte, entre guillemets. Normalement, ce que je dis, c'est qu'une tumeur, comme je l'ai dit dans ma présentation, la radiation fait que ces tumeurs-là s'endorment. Radiographiquement, ça peut sembler bien endormi pendant plusieurs années. Moi, ce que je dis aux patients, c'est qu'ils sont en dormance. Ils ne sont pas en train de se répandre activement. Alors, si vous regardez, bon, on peut voir des biopsies, des spécimens avant et après la SBRT. Et ce qu'on remarque, c'est que les cellules cancéreuses sont là, mais elles ne se divisent pas. Moi, je dis que c'est en dormance. Et c'est le cas. Mais éventuellement, le cancer va se réveiller. Et parfois, j'ai des patients que leur cancer prend 2, 3 ans pour se réduire en taille. Bon, sur un CT scan, ça peut être 4, 5 centimètres pendant 3 ans, 2 ans et demi, et tout à coup, ça devient plus petit. Moi, ça m'inquiétait au début que la radiation ne fonctionnait pas. Bon, comment est-ce qu'on sait si ça marche? Et le cancer du rein réagit différemment. On l'a compris suite à plusieurs expériences laborieuses, mais maintenant, on le sait que si ça ne change pas à l'intérieur, en taille, probablement, ça veut dire que la SBRT fonctionne. D'accord, merci. C'était une très bonne réponse. Et en fait, cette question-ci mène à exactement ce dont je voulais parler. Ce patient-ci a eu la SBRT 3 fois et elle dit que c'était très facile les 3 fois. C'était une bonne expérience pour elle. Mais une des tumeurs s'est réveillée, entre guillemets, après 8 ans. Est-ce que c'est fréquent et est-ce qu'on a des données à longue échéance ou... Excellente question. Bon, c'est pourquoi nos taux de contrôle sont jamais 100%. Lorsqu'on regarde nos taux de contrôle, on parle de 95%, par exemple. Malheureusement, il y a des fois où le cancer va continuer à grandir. J'ai même eu cette expérience-là dans ma pratique, malgré nos meilleures intentions. Parfois, le cancer continue de pousser. Et une des choses qui est importante à comprendre, c'est que à cause de notre thérapie systémique avancée, bon, le docteur Boss a parlé de 5 lignes de traitement, les patients vivent plus longtemps. Alors, ça, c'est bien, mais ça veut aussi dire que la durée après avoir une thérapie locale, peut-être que ça va être assez longtemps pour que le cancer pousse. Suite à ça, oui, ça peut se produire. Nos données ne vont pas jusqu'à 8 ans parce que normalement, les données qu'on a, c'est moins mature. On parle de 3, 4 ans. Pour ce qui est de les études sur l'efficacité de la SBRT, mais il y a des cas où les cancers recommencent à pousser. J'ai vu des gens qui ont des récurrences après 20 ans. Alors, parfois, la biologie est vraiment très complexe. Ça peut être très rapide, ça peut être très lent. Et, comme vous dites au tout début, c'est tellement variable d'un individu à l'autre, le cancer du rein. Alors, je pense qu'en moyenne, on se débrouille assez bien, mais il y a des cas rares où, effectivement, malheureusement, parfois ça se produit.
Et alors, la question, c'est quelles sont les options? Et ultimement, ça dépend du cas. Est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce qu'on peut le traiter avec une autre approche systémique? Ça, c'est les questions qui doivent être répondues. Merci. Alors, on a mangé de notre temps de pause. Alors, il y a quelques questions qui ont été envoyées dans la fonctionnalité des questions-réponses. Si vous voulez répondre aux questions de manière écrite, alors réponse justement sur la radiation, justement pour un scan PET si c'est dormant. Alors, ça, c'est des deux questions fort importantes, puis on peut être à l'affût de la réponse dans la boîte de clavardage si ça ne vous dérange pas de le faire. J'aimerais vous remercier. Ça a été tellement intéressant, fort utile pour notre communauté de patients. Alors, on a hâte à vous recevoir à nouveau pour vous offrir une mise à jour dans quelques années. J'apprécie votre soutien parce que vous êtes vraiment une de mes médecins ressources. C'est vraiment ça, informer notre communauté de patients. On est vraiment bénis de la part du soutien qu'on reçoit de la communauté médicale, le docteur Soaveloff et tous les autres intervenantes aujourd'hui sont fort généreux avec leur temps et on est fort reconnaissants. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous faites un excellent travail, alors c'est vraiment un plaisir de pouvoir d'être impliqué. Alors, j'aimerais vous remercier pour toutes vos initiatives. Merci. Alors, je sais qu'on a pris un petit peu de retard et je présente des excuses pour cela, mais je crois qu'il est important qu'on prenne une pause de 5 minutes en sortant le professeur Camille. Elle nous a offert une excellente session, visiblement les résultats. Alors, je pense qu'il y a des beaux effets saillants qui sortent de ESMO. Alors, on va prendre une pause santé de 5 minutes pour s'étirer les pattes. Une pause santé pour prendre un verre d'eau. Alors, seulement une pause santé de 5 minutes. Et par la suite, le docteur Cogmer ce sera de retour pour nous offrir cette présentation sur les faits salients d'ESMO. Merci beaucoup.